Au moment où la vidéo sort, cela fait déjà au moins 3 semaines que l'inventaire du Manufactorum, c'est-à-dire les changements en points, est téléchargeable sur le site de Warhammer Communauté. C'est pour cela que dans cet épisode, nous n'aurons que 3 top lists en vrac, préférant patienter avant un prochain épisode top list afin que les tournois puissent prendre en compte toutes ces modifications. Alors sur ce, commençons par une liste Space Wolf ayant remporté un tournoi regroupant plus de 40 joueurs. Dans les personnages, nous avons l'apothicaire Biologis avec l'optimisation discipline de tir, Bjorn Main Funeste, Harald Deathwolf, un archiviste en armure Phobos en tant que seigneur de guerre, Logan Grimnar. On continue la liste avec Ragnar, crinière noire. Dans les unités de ligne, une escouade de 5 assauts intercessors. Et pour ce qui est du reste, nous aurons une unité de 6 éradicators, 2 unités de 5 loups fenriciens, une unité de 5 infiltrateurs avec le gantelet Helix et les communications. On finira enfin avec un Landraider Redeemer, 2 escouades de 5 scouts, 3 escouades de 10 Wolfen, et parmi les unités alliées, une simple assassine Calidus. Allez, passons au débrief. Les Space Wolf nous montrent ici une grande capacité de mobilité en exploitant la flexibilité tactique de la Gladius et en intégrant des personnages assez impressionnants. Ragnar et Bjorn apportent tous deux des dégâts et dans le cas de ce dernier, un châssis durable. Les Wolfen sont désormais compétitifs avec l'amélioration de leur marteau, sans compter du stratagème que l'on peut leur offrir, honoré de chapitres qui leur permettent de bénéficier un bonus de pénétration d'armure s'ils sont en doctrine d'assaut, mais surtout la capacité de +1 pour blesser. Ce qui permet à cette liste de renforcer toutes ses capacités de combat. Elle possède aussi suffisamment d'éléments assez classiques des Space Marines comme le Redeemer, les Scouts, les Éradicateurs, pour résoudre la plupart des problèmes. Cette liste est fort intéressante, donc toutes mes félicitations pour cette victoire. À la seconde place de ce tournoi, nous aurons une liste tôt. Dans les personnages, nous commençons avec le futur défunt Longstrike. On rajoute 3 sabres de feu, dont l'un aura l'optimisation Paragon du Koyon. Dans les unités de ligne, 3 unités de Deep-Breacher. En transport dédié, 2 Devilfish. Et pour ce qui est du reste, nous commençons avec 2 Ghostkills, pour finir la liste avec 2 unités d'un Piranha équipées de leur arme à fusion, 3 Riptide, 1 Skyray et 3 unités de 2 Tétra pour leur fameuse relance des jets pour toucher. Passons au débrief. Alors que l'Empire Tau fait face à une nouvelle ère afin de se préparer au futur codex V10, qui sera sans doute sorti d'ici que la vidéo sorte, dans tous les cas, les anciennes stratégies continuent de porter leurs fruits. La triple Riptide offre une puissance de feu fiable, tandis que les équipes de Breacher avancent pour perturber les lignes ennemies et les Ghostkills maintiennent leur présence dans le No Man's Land. Bien que de nombreux joueurs soient déçus de ce que deviendront les Crisis dans le futur codex, cette construction démontre parfaitement que le succès peut toujours être atteint sans elle. Bravo pour cette excellente performance. Nous finirons cette partie top list avec une faction ayant remporté un autre tournoi regroupant plus de 40 joueurs. Et ce sera une liste démons du chaos. D'ailleurs, elle est assez originale. Dans les personnages, on commence avec Epidemius. Oui, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Un grand immonde en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation, le don sans fin. On rajoute Rotigus, le masque de Tslanesh, et en unité de ligne, on commence avec 5 unités de 3 Nurglings, et on continue avec 2 escouades de 10 Aurores Roses, une escouade de 10 Porte-Peste, une escouade de 3 incendiaires, 2 escouades de 5 veneuses, et dans les unités alliées, 3 dogs brigands. Regardons le débrief. Voici une construction de démons délicieusement inhabituelle qui abandonne Be'lakor au profit de 2 gros costauds, et d'un tas d'infanterie avec des brigands pour éliminer les cibles à distance. Le Grand Immonde et Rotigus sont tous deux excellents, grâce à leur endurance 12, beaucoup de points de vie et de bonnes capacités de contrôle de zone, notamment avec Rotigus qui est particulièrement efficace pour inverser le cours de la bataille grâce à son aura. Cela laisse beaucoup d'espace pour des unités de capture d'objectifs afin de neutraliser le primaire adverse, nous offrant une liste qui n'a pas autant de puissance de feu que certaines des meilleures armées dans l'environnement compétitif actuel, mais qui est hyper mobile, astucieuse et capable de marquer des secondaires avec aisance. Je pense que la liste en a surpris plus d'un. J'apprécie vraiment cette innovation. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'avais joué une liste full Nurgle en V9, donc toutes mes félicitations pour avoir remporté un événement sous la bannière de Papa Nurgle. Très bien, afin de compléter cet épisode, nous allons regarder quelques questions de règles, car cela faisait un moment qu'on ne l'avait pas fait. Commençons par les effets persistants. Tout d'abord, voici comment les appliquer. Vous trouverez ce paragraphe dans le document commentaire de règles. Pour bien comprendre leur application, voici quelques exemples. Nous avons une unité de 3 cavaliers loups tonnerres accompagnés de 2 personnages meneurs, un seigneur loup et un chef de bataille garde-loup. En face, nous avons une unité de 5 âtres gardes accompagnés d'un cal. L'unité de loup est
est soumis aux 2 jetons de rancune Votann, offrant aux unités Votann un bonus de +1 pour toucher et pour blesser. Quant à l'unité Votann, ils sont soumis au serment de l'instant des Space Marines, permettant aux unités Space Marine de pouvoir relancer leur jet pour toucher contre cette unité. Commençons par les jetons de rancune. Nous sommes durant le tour Votann, après que tous les tirs soient résolus, l'unité de garde du corps cavalier Loutonnaire est détruite, laissant ainsi les personnages seuls, formant pour chacun d'eux une unité à part entière. Si on suit la règle d'effet persistant, si un effet persistant s'applique à une unité attachée et que celle-ci cesse d'être une unité attachée, les effets persistants continuent de s'appliquer à l'unité suivante jusqu'à leur durée complète. Dans notre cas pratique, l'effet persistant des jetons de rancune Votann continue de s'appliquer aux unités survivantes. Donc, nos 2 personnages gardent l'effet des jetons de rancune sur eux. Autre situation. À la place de l'unité de loup, nous avons une unité d'Hellblaster prêt à tirer sur la même unité Votann vue précédemment. L'unité d'être-garde étant soumise à l'effet du serment de l'instant, les Hellblasters pourront relancer leur jet pour toucher. Cela tombe bien, car nous sommes durant la phase de tir du joueur Space Marine, et les Hellblasters vont faire feu. Suite à leur tir, tous les Hatregardes sont détruits. Le Khal, comme nos personnages Space Wolf tout à l'heure, survit et forme à lui seul une unité. Et comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent, l'effet du serment de l'instant restera actif jusqu'à la fin de sa durée sur le Khal. Si le joueur Space Marine possède d'autres unités pour tirer ou charger le Khal, celles-ci pourront profiter de l'effet du serment de l'instant. Un autre point de règle à ce sujet. Une unité débarquant d'un transport est-elle soumise aux effets persistants de son propre transport? Prenons une nouvelle situation. Nous avons toujours la même unité Votann, mais en face, nous avons un transport avec une unité d'Hellblaster embarquée à l'intérieur. Le transport, lui, est soumis au jeton de rancune Votann. L'unité d'Hellblaster débarque pour tirer sur l'unité Votann. Puisque le transport n'est pas une unité attachée au Hellblaster, comme pourrait l'être une unité de garde du corps, donc ils ne subissent pas les jetons de rancune Votann. Par contre, si c'était l'unité d'Hellblaster qui était soumise aux jetons de rancune et qu'ils embarquent dans le transport, vous devez noter jusqu'à quel moment les effets s'appliquent à l'unité d'Hellblaster afin de vous en souvenir, car lorsqu'elle débarque de nouveau, l'effet persistant, justement, persistera. Mais le transport ne subira pas les effets des jetons de rancune, s'il n'a pas été ciblé au préalable par ce type d'effet. Bref, vous devez comprendre que l'unité transport et celle embarquée sont totalement indépendantes l'une de l'autre. Une autre question régulièrement demandée. Lorsqu'un meneur possède une endurance différente à l'unité garde du corps attachée, durant la répartition des blessures, les gardes du corps sont détruits. Les blessures restantes à répartir sont-elles perdues? Tout d'abord, vous devez utiliser l'endurance de l'unité garde du corps pour réaliser vos jets de blessures. Bon, ça, c'est fait. Ensuite, vous devez répartir vos blessures sur l'unité de garde du corps quand bien même votre personnage a déjà perdu des points de vie. Exemple avec des armes précision. Si l'unité de garde du corps est détruite, vous devez continuer de répartir les blessures sur le personnage même si celui-ci possède une endurance différente, car les jets de blessures ont déjà été réalisés. C'est d'ailleurs pour cela que l'on met jamais de Neurogaunt avec le Neurotyran, car ça le passerait à endurance 3. Bon, il reste quand même quelques exceptions et pour cela je vous invite à regarder mes autres vidéos dans la playlist Règle V10 où je parle des armes à risque et de précision. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, MyHobbyPlace, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.